Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Donc Antoine Verochovski, je suis l'animateur technique durant ce webinaire. Je rappelle que vous pouvez retrouver les vidéos des précédents webinaires sur les récits sur la chaîne YouTube du canal Pionnier de l'innovation publique. Donc vous trouverez l'adresse en bas à droite de l'écran. On vous parle, donc Céline Zatorski et moi de Dijon. Donc, on a Guy Peretz qui nous parle d'Auxerre, Johan Olivier qui nous parle de Paris, et enfin Hervé Trolla qui nous parle d'Annemasse. Donc, tout de suite, je laisse la main aux co-animateurs et co-animatrices, donc Céline Zatorski et Guy Peretz, que je laisse se présenter et prendre la suite. Merci. Merci Antoine. Bonjour, je suis Céline Zatorski. Je pilote le laboratoire d'innovation publique et de coopération du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et je co-anime le réseau des PIP, des pionnières et pionniers de l'innovation publique, qui sont des agents et des agentes en Bourgogne-Franche-Comté qui se forment aux outils de coopération et qui développent ces pratiques dans leur métier et dans leur collectif de travail. On s'inscrit dans le cadre d'une entente partenariale qui est constituée donc du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, du CNFPT de Bourgogne-Franche-Comté et du SGAR de Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat donc avec d'autres collectivités, le Conseil départemental de Lyon, la communauté d'agglomération du Sénonais, le SIDEC du Jura, le laboratoire donc de la préfecture de Haute-Saône et le SGRA. Donc, je remercie les partenaires. On a plusieurs actions, dont un programme de formation qu'on appelle un programme de déformation proposé par le CNFPT, mais également ouvert aux agents et agentes de l'État. Donc, vous retrouvez sur le site réseaupip.fr donné par Antoine. Donc, n'hésitez pas. On organise aussi de façon partenariale le mois de l'innovation publique qui aura lieu en novembre prochain avec des conférences inspirantes et un regroupement à Dijon les 16 et 17 novembre. Donc, je vous invite à noter ces dates, mais à nouveau, l'information est sur le site. Et par rapport à cette approche des récits, c'est une approche donc qu'on défriche, hein, à laquelle on s'intéresse depuis 2023. On a exploré des outils comme la fresque des nouveaux récits, Futurs proches, pour aller en fait vers un questionnement, mais finalement, qu'est-ce que c'est ces nouveaux récits? Comment on les met en place et surtout à quoi ça sert? D'où l'idée de ce cycle de webinaires impulsé, initié par Guy Peretz et Antoine Verochovski en partenariat avec la région. Et je passe la parole à Guy. Merci Céline. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Guy Peretz, donc je travaille au Conseil départemental de Lyon et je suis chargé de mission transition écologique. Et alors, Céline a pratiquement tout dit, effectivement, et donc je suis très heureux d'avoir conçu et maintenant d'organiser et un petit peu d'animer ce cycle de webinaires. Nous en sommes donc au quatrième webinaire ou webconférence, peu importe le terme. Il en est prévu 6 sur l'année, donc on vous fera un petit point à la fin pour vous dire ce qui va se passer là pendant cet été. Et sans attendre, donc je passe la parole à nos deux intervenants, donc peut-être Hervé Trolla d'abord et ensuite Johan. Donc, Et je bonjour à sais, tous. et pardon, et je serai le relais de vos questions que vous posez dans le chat. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Hervé Trollat, directeur de la relation aux usagers et de la participation citoyenne sur Annemasse. Je vais donc intervenir aujourd'hui aux côtés d'Yoann Olivier, qui se présentera ensuite, qui nous a accompagnés dans une démarche de prospective territoriale qu'on a conduite toute l'année dernière. Je tiens à préciser d'entrée de jeu que normalement, c'est Cyril Hédé, qui était notre chargé de mission et chef de projet sur cette mission, qui aurait dû intervenir aujourd'hui. Il a été appelé à d'autres fonctions dans la communauté lilloise et je lui souhaite plein succès dans la suite de son parcours. Je ne sais pas s'il sera connecté avec nous aujourd'hui, mais donc j'essaierai de vous expliquer pourquoi, comment et dans quelle direction nous sommes allés à travers cette démarche. Et bonjour à tous et toutes. Comme vous avez dit, je m'appelle Yoann Olivier. Je suis cofondateur d'une agence de design des politiques publiques qui s'appelle Vraiment Vraiment, qui fait du design d'intérêt général. C'est moi qui ai suivi et dirigé la démarche sur
Annemasse 2050, puis on n'était pas tout seul, on est nombreux dans l'équipe à avoir participé. Je vais essayer de vous partager aujourd'hui la façon dont on a conduit cette démarche, en étant un peu en rentrant un peu dans le détail de la fabrique des récits et de voir techniquement qu'est-ce que ça veut dire que de fabriquer des récits territoriaux et comment est-ce qu'on se projette à moyen et long terme de manière collective. Euh, Hervé. Donc oui, un petit focus rapide sur la commune d'Annemasse que tout le monde ne connaît peut-être pas et qui effectivement est transfrontalière et plurielle et se veut en transition comme beaucoup de collectivités. Donc juste pour rappeler que voilà, c'est un contexte un petit peu particulier, comme beaucoup de collectivités frontalières d'ailleurs, donc avec cette double géographie très spécifique. Un petit territoire, 5 km², une population qui augmente à une vitesse exponentielle depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et un positionnement au sein d'un département, au sein d'une grande communauté et d'une communauté qui relève également du Grand Genève. Donc, en quelques chiffres, c'est bien 39 000 habitants dans une agglo de 100 000 au milieu d'une entité de plus d'1 million d'habitants. Et donc, cette collectivité doit faire face aux défis liés à un développement rapide, récent et continu, parce que les projections laissent entendre que la population continuera à augmenter, et qui est effectivement également basée sur une structure sociale assez complexe liée à ce positionnement, avec une population en perpétuelle évolution. On parle de près de 15% de turnover de la population chaque année. Les gens viennent attirés par l'effet frontière et puis poursuivent leur parcours ailleurs. Et donc, un endroit où, lorsqu'on nous a demandé de créer un service de participation citoyenne, quand bien même il y a une tradition de participation qui est assez ancrée, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir pendant le webinaire, avec un historique sur un agenda 21, un grand programme qui a été mené il y a une dizaine d'années qui s'appelait Imaginons ma ville demain. Il est effectivement pas évident de mobiliser la situation sur une vision collective de l'avenir. Dans les grandes lignes, je dirais qu'Annemasse, oui, c'est ça. C'est une zone de fracture, une zone dynamique, une zone en mouvement perpétuel. Petit rappel de la commande que le service participation avait reçue au moment de sa création, qui est une création assez récente. Le service a été mis en place en 2021 avec une feuille de route en 3 temps. La première était justement d'essayer d'aller voir comment on pouvait mobiliser des collectifs citoyens, les aider à se structurer et les accompagner dans le développement de projets. Ensuite, il y avait une vraie commande également pour transmettre au service de la ville une culture de la co-construction citoyenne qui n'est pas induite. Pour nous, territoriaux, on a l'habitude de travailler sur des schémas classiques de commande, calendrier, budget et livrable. Ça ne se passe pas toujours comme ça avec la population. Et un troisième volet qui était de préparer la mise en place d'une démarche de prospective innovante en lien avec ces objectifs d'inclusion de la population dans la décision. Donc la commande consistait effectivement à imaginer de nouvelles bifurcations sociales, rédiger un projet de territoire co-construit avec les habitants, s'inscrire dans la continuité de cette historique de participation citoyenne, donner la plus grande place possible aux habitants, mais aussi aux agents, puisque la ville s'appuie sur un modèle managérial qu'elle appelle la collectivité libérante, agile et bienveillante, dans laquelle on essaye d'associer au maximum les agents à des démarches de modernisation de l'action publique. Et puis, bien évidemment, essayer de définir avec les usagers et tous les participants à la démarche l'idéal d'une ville durable à atteindre. Je crois que la dia suivante va le préciser. Au moment où on lance le cahier des charges, qui va nous permettre de travailler avec vraiment, on sait ce que les élus ne souhaitent pas mettre en place. On ne sait pas encore exactement ce qui est caché derrière la commande. Je m'explique. On sait qu'ils n'attendent pas un nouveau PLU 2050 ou une prospective qui serait très orientée équipement urbain ou organisation de la ville. Voilà, pardon, je vais me caler sur le déroulé des slides.
Euh, mais donc l'idée, c'était vraiment ça. Le programme Imaginons ma ville demain, qui a été développé il y a une douzaine d'années, était très axé équipement urbain, structure. Il en est né les équipements actuels de la ville, à savoir une nouvelle maison des sports, un théâtre dimensionné à l'échelle du territoire, un centre nautique, un tram dont les travaux sont encore en cours, un projet de piétonisation du centre qui est lui-même toujours en cours. La ville est un immense chantier au moment où je vous parle. Et donc, la commande politique était de ne pas refaire un Annemasse, ma ville demain, mais bien de travailler sur comment les habitants imaginaient vivre dans cette ville en 2050, quelles étaient les bifurcations qu'il fallait envisager pour répondre ces attentes, euh, ce qui est assez compliqué à demander à des services qui sont plus dans la gestion du quotidien et de projets à long terme, mais de choses qui ont déjà été écrites. Et donc, quelque part, même si ce n'était pas dit complètement dans le cahier des charges, effectivement, il s'agissait de travailler sur les imaginaires des Annemassiens. Et cette question, alors moi, on s'est dit en préparant l'intervention que ça valait le coup de dire comment on l'a reçue en face, nous, en tant que prestataire, quand on a vu la commande. Et donc, effectivement, on est arrivé dans une commande très ouverte dans les intentions, mais avec un découpage de la mission qui était déjà très ancré, avec des demandes très spécifiques sur faire des conférences, faire des ateliers, un questionnaire ou un dispositif en ligne permettant à ce que des gens puissent intervenir de manière différente. Et donc, en fait, il y avait toute une logique de réussir à voir comment est-ce qu'on arrive à trouver un espace qui permet de pouvoir faire une intelligence collective dans des dispositifs qui sont assez éparses. Et je pense que ça va un peu se ressentir dans la façon dont on va présenter les choses. En fait, on avait beaucoup d'éléments d'animation très hétérogènes à intégrer et à faire converger pour réussir à avoir des productions de récits en commun. Euh, L'autre difficulté, c'est que le calendrier était très court. En fait, entre la commande qui était passée en début d'hiver et l'objectif de restitution à la fin automne, au début, enfin, qui a glissé jusqu'à la fin de l'année, c'était vraiment l'idée de pouvoir tenir une démarche qui devait pouvoir permettre de comprendre le territoire assez rapidement, fédérer des assemblées, des collectifs, pour pouvoir avoir un pilotage commun, qui était un des objets qui nous semblait assez important, parce qu'en fait, ça tombait comme une démarche de prospective qui arrivait en fin de mandat. Et nous, c'est un des biais sur lesquels on a été assez transparent pendant les réponses et pendant les oraux de l'appel d'offres, c'est de dire attention, on n'est pas là pour écrire le projet politique de la mandature qui voudrait se renouveler. Et donc, en fait, il y a aussi une difficulté de faire un projet de prospective en fin de mandat, c'est cette sensation de dire, mais pourquoi est-ce que vous le faites maintenant, sachant que l'opérationnalisation passera forcément par le mandat suivant, par la prochaine mandature. Et donc, il y a tout un objectif aussi dans la façon dont on a construit les choses, de dire, nous ne sommes pas là pour donner une version unique de la participation citoyenne et de la vision des imaginaires du futur. On est là pour pouvoir montrer que, en fait, on va vivre dans un monde assez pluriel demain et que parler de futur commun, c'est compliqué. C'est difficile de parler de futur commun dans un territoire dans lequel il y a des gens qui sont survivalistes, des personnes qui font du tuning et des personnes qui travaillent à relocaliser des essences. Enfin, il y a des visions et des actions collectives et individuelles qui vont être assez hétérogènes. Et donc la question était de dire comment est-ce qu'on allait pouvoir construire tout ça. Donc c'est une méthodologie qui a dû beaucoup bouger pendant la démarche pour pouvoir tenir les calendriers, être réaliste et pas surajouter des événements par rapport au calendrier déjà très chargé de la ville. Donc en fait, on a eu beaucoup de questions avec Hervé et Cyril sur comment est-ce qu'on trouve les bons espaces et les bons moments pour pouvoir intervenir, participer. L'autre chose, c'est qu'en fait, si on veut toucher beaucoup de monde dans une démarche de participatif, ça sous-entend euh, de pouvoir diffuser méthodologiquement les outils qu'on conçoit et de dire qu'en fait, nous, on n'a pas été les uniques animateurs et clairement, l'équipe d'Hervé et de Cyril ont fait une part importante de l'animation de la démarche à nos côtés. On était beaucoup dans une sorte de ressources méthodologiques et de proposer des cadres dans lesquels ça allait fonctionner, mais de nombreux ateliers ont été réalisés complètement sans nous et après, on a dû travailler la récupération et le travail. Donc c'est vraiment un travail qu'on a fait main dans la main dessus parce qu'en fait, ça veut dire quand même contacter beaucoup de personnes, rencontrer pas mal de situations différentes de manière à pouvoir multiplier les points de vue et éviter de rester dans un public d'entre-soi qui serait que les gens qui viennent aux ateliers habituellement sous forme d'invitation municipale. L'autre chose que ça pose, c'est comment est-ce qu'on communique quelque chose de ce type? Parce qu'en fait, c'est pas facile de parler du futur sur un territoire. Ça peut sembler très évanescent. En fait, on a peu l'habitude de se poser la question de nos futurs. Et donc, en fait, il faut réussir à décrire des choses par rapport à ça. Nous, les partis pris qu'on avait, c'était le fait de dire que le futur, c'est une matière concrète. C'est quelque chose qu'on a le droit de discuter, et qu'en fait, la démarche en tant que telle, elle nous permet de pouvoir
créer un espace dans lequel on se donne la permission de parler de futur et de s'entraîner à parler de futur. Et en fait, là, pour le coup, je pense qu'en fait, il faut avoir une vision assez claire on n'est pas méthodologiquement dans une logique trop utilitariste des façons dont on va produire des récits, et qu'en fait, le récit en tant que tel a une valeur. Et que c'est aussi agréable collectivement d'avoir produit des récits qui sont alternatifs et d'avoir de s'être surpris à arriver à des récits auxquels on ne croyait pas nécessairement. Deuxième chose, c'est intéressant de se poser la question de la place qu'on donne aux habitants et aux agents de la ville. Donc, en fait, on a beaucoup insisté pour qu'ils soient dans la co-animation, mais aussi dans le copilotage. Et donc, en fait, on va en parler un peu plus tard, mais en fait, on a proposé de mettre en place une sorte qu'un comité de pilotage, un collectif de pilotage assez ouvert, qui ressemblait en fait plus à des ateliers et d'orientation qu'une salle d'enregistrement ou de décision. Donc, on a aussi joué sur les espaces de décision parce qu'en fait, personne n'était trop d'accord non plus sur la vision des futurs qui pouvaient être donnés. Donc, ça nous semblait important d'avoir le plus de pluralité dans ces espaces-là. Donc, on a eu ce point fort d'impliquer différents acteurs dans la gouvernance, associations, secteur économique, les voisins aussi, les territoires voisins qui peuvent être en train de faire des démarches de prospective ou qui ont fait des démarches de prospective pour qu'ils viennent alimenter avec leurs propres réflexions les réflexions qu'on pouvait avoir. On a eu beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on propose un format de communication surprenant. Alors, je ne sais pas si on aura rempli la mission et c'est toujours une interrogation qu'on a nous de notre côté proposer vraiment dit dès le début des différentes visions de la vie dans la masse, sachant qu'en fait, peut-être que plusieurs visions vont cohabiter demain et qu'en fait, ça nous intéresse de ne pas essayer d'être péremptoire dans ces logiques-là et d'approcher en disant que de front, plusieurs visions du futur cohabitent, se questionnent, se trouvent des accointances et peuvent donner des projets, mais qu'on a le droit de laisser cohabiter ces projets-là. Donc en fait, on a tout un travail qu'on va prendre le temps de présenter aujourd'hui de comment on s'assure de rien oublier dans l'ensemble des récits qui ont été faits et de pas arbitrairement faire le choix d'en sélectionner certains plutôt que d'autres, mais plutôt de dire comment on rend intelligible ces différents récits et cette diversité, comment on fait cohabiter cette diversité dans la proposition finale. Et donc, en fait, ça va donner des livrables qui, entre guillemets, sont quasiment des propositions d'action et enfin surtout des espaces de discussion à continuer demain. Et c'est plutôt dans cette perspective-là qu'on a pensé la méthodologie. Et enfin, il y avait une demande assez forte dans la commande initiale de poser la question de l'actionnabilité des actions qui étaient données derrière et, entre guillemets, en fin des ateliers habitants, avoir un temps d'atelier directement avec les agents de manière à poser la question de dire, au regard de ce qui a été proposé, qu'est-ce que vous, en tant qu'agent, vous êtes en capacité de faire ou qu'est-ce que ça vous pose comme question et comment est-ce qu'on est capable d'alimenter de manière assez concrète les pistes qui vont pu être sortir des récits. Donc, ça a donné lieu à un travail de veille, de synthèse et de production de livrets qui sont spécifiquement dédiés aux agents par la suite. Donc, ce que ça dit, c'est qu'on n'est pas là pour raconter le futur, on est là pour raconter la vie dans le futur, et que ça nous intéressait plus de se la faire à l'échelle de citoyens. Qu'on n'était pas là pour parler des transformations urbaines, mais de poser les acteurs de leur futur, quels sont les Admaciens qui seraient acteurs du futur. Pas forcément poser la question d'une cartographie de la ville, mais la cartographie des populations humaines, institutionnelles et vivantes, non humaines de demain, et quelle place ils pouvaient prendre à différents endroits. Donc, en fait, il y a pas mal de moments dans lesquels on avait une attention à vérifier qu'on est bien en train de réfléchir le soft et pas le hard. Parce que c'est une tentation qu'on a tous quand on fait du travail de prospective, c'est de réfléchir aux équipes, réfléchir par équipement, réfléchir par dispositif, réfléchir par grand chantier. Et c'est pas tant ça qui nous intéressait que de dire, en fait, c'est quoi les cohabitations, c'est quoi les sujets dans lesquels un quartier va pouvoir se trouver des nouvelles manières d'exister collectivement. Et on avait plutôt une réflexion là-dessus. Donc là, par exemple, je vous sors là, un peu les points de vue qu'on avait derrière. Et nous, on a beaucoup parlé de prospective créative, plus que prospective déductive ou tendancielle. On était plus sur cette logique de dire, on fait des paris sur l'avenir, on s'entend collectivement sur ce qu'on veut éviter. Il y a beaucoup de discussions qui ont porté justement plus sur, à ce moment, ça, on sait qu'on n'en veut pas, en fait, et d'entendre le fait qu'il y a des futurs qui se dessinent en creux et pas forcément qui se dessinent en aspiration. Parfois, il est plus facile de s'entendre sur des logiques de consentement que sur des logiques de consensus. Est-ce qu'on arrive à trouver des points de concorde dans les différences de points de vue des différentes personnes? Est-ce qu'on arrive à trouver une identité commune à la ville d'Annemasse, qui est un sujet important, et dans le travail d'immersion de terrain, c'est quelque chose qui est beaucoup remonté sur quelles sont les différentes identités qui cohabitent sur la ville et les différents regards que les différents habitants, qui sont très hétérogènes, peuvent porter sur la ville. Comment on crée des collectifs, comment on comprend les faits qui sont inévitables pour demain aussi, entre autres sur la question du changement climatique et comment est-ce qu'on intègre ça dans les problématiques qu'on avait. Et comment est-ce qu'on le fait à hauteur d'agent. Enfin, vraiment, pour le coup, on n'essaye pas d'avoir un point de vue stratégique et stratosphérique, mais plutôt d'un point de vue assez ancré dans la façon de pouvoir travailler. Alors, dès le début, en fait, dans les échanges qu'on a eus avec
le conseil municipal, on s'est posé la question de est-ce qu'on peut s'entendre sur des choses en tout cas de dire ce sur quoi on veut que le projet porte et ce sur quoi on veut que le projet ne porte pas. Donc, en fait, on avait un premier temps qui a été assez fortement pris nous comme guide d'animation, qui est de dire on veut parler de vivre ensemble, de faire quartier, d'identité alsacienne, de ville, de famille du futur, d'activités de demain, de nouvelles coopérations, de citoyenneté de demain, d'alimentation fédératrice, de santé territoriale, de coopération frontalière, de relations vivantes. Et ça, c'est les grandes, c'est des grandes orientations qu'on avait, sachant qu'il y avait après des thématiques un peu plus précises, enfin, un peu plus larges qui étaient données, mais ça, on voyait qu'il y avait des choses qui étaient fertiles à travailler là-dessus et qu'on voulait pouvoir travailler là-dessus. Inversement, on s'est proposé de faire une suspension des débats. Et alors ça, c'est un point je pense qu'on a réussi dans les différents ateliers à le faire. C'est le fait de dire les questions, c'est des questions qui étaient déjà fortement portées sur le territoire et qui remontaient beaucoup dans les échanges de démocratie participative. Et pour éviter de se retrouver à être une nouvelle caisse de résonance de problèmes du quotidien aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles on a dit, on sait qu'on va nous en parler, donc on ne va pas remettre le couvert dessus. C'est qu'en fait, en gros, la tranquillité publique, c'est un sujet qui revient en permanence dans l'exercice d'Hervé et de ses équipes. La question de la propreté de la ville dans un cadre où le chantier de piétonisation était omniprésent et au milieu de l'artère principale, la chantier du tram est aussi très présent et donne une complexité assez importante et une sensation d'une ville en chantier. Donc, en fait, comment est-ce qu'on est de ce point de vue-là? L'urbanisation, le fait de parler de cité dortoir, qui est aussi un point qui a été beaucoup dit au début dans les échanges, qui est de dire, en fait, on est une cité dortoir de Genève. Ça, pour le coup, on s'est dit, on n'insiste pas là-dessus parce qu'en fait, on veut voir comment est-ce que d'autres imaginaires peuvent émerger, comment est-ce qu'on peut les travailler. Et on ne parlait pas de grande infrastructure. Donc en tout cas, et ça pour le coup, c'est pas tant qu'on ne voulait pas en parler, mais en tout cas, on est parti du principe qu'on suspend les débats là-dessus et on veut proposer des alimentations de débat qui partaient sur plutôt les points d'avant que cela. Johan, On a dû poser. Ouais. juste une toute petite interruption avant que tu rentres vraiment dans le vif du travail que vous avez fait. J'ai une première question et je pense que c'est intéressant de la poser dès maintenant. C'est comment articuler, c'est Anne-Cécile qui pose la question, comment articuler cette vision ville avec la vision intercommunale, le SCOT, le projet de PLUI, etc. Comment vous avez articulé toute la démarche avec ouais, ces visions d'un niveau plus large? Alors là, je vais peut-être répondre à mon niveau. Il s'agissait bien d'un projet ville et d'une commande de l'équipe municipale. On est d'accord. Par contre, effectivement, Johan évoquait les comités de pilotage ou le collectif de pilotage. Et d'entrée de jeu, bah, l'idée a été d'associer ce qu'on appelait les voisins. Alors, autant l'Interco, qui était membre de ce comité, que les différentes communes riveraines. Je pense aux communes de Ville-Lagrand qui étaient invitées. Je pense à des communes comme Gaillard ou autres, de manière à effectivement, dans le cahier des charges, je me rappelle qu'il y avait une formule qui s'appelait Annemasse n'est pas une île. Mais effectivement, la commande politique qu'on a reçue, nous, on l'a bien reçue de monsieur le maire et du conseil municipal, et elle était sur, en tant qu'Annemassien, en tant qu'identité annemassienne, cette commande identitaire qu'a réévoqué Johan était très très forte. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que les Annemassiens cessent de dire j'habite Annemasse et commencent à dire je suis d'Annemasse. Il y avait cette commande qui est très très lourde parce que c'est une difficulté qu'on a et qui est liée au positionnement que j'évoquais tout à l'heure en zone frontalière. Donc, il n'y a pas eu de réflexion à l'échelle de l'agglo dans la commande. Par contre, on a essayé d'intégrer les points de vue des partenaires dans la restitution et dans le déploiement de la démarche. Je ne sais pas si je réponds à la question d'Anne-Cécile, mais on était bien sur un niveau d'intervention municipale dans ce cadre précis. L'autre chose qui s'est dessinée aussi, c'est que vu qu'on était beaucoup à échelle individuelle et à échelle d'agents, la question se pose assez peu en fait. Un habitant d'Almas pose la question de sa cohabitation en termes de services, en termes d'achat, en termes de sortie avec Genève, avec Annecy. En fait, dans les échanges qu'on a eus pendant les ateliers, en fait, on n'a pas été restrictif dans le fait de parler strictement de la question du territoire alsacien. En fait, il y a plein de réponses qui échappent au territoire et vont être un peu plus larges. Et ça, pour le coup, nous, on n'a pas été restrictif dans les récits parce qu'en fait, d'un point de vue d'un territoire vécu, ça, la délimitation municipale fait pas forcément sens en fait, voire est pas forcément connue dans son strict périmètre. Donc, en tout cas, c'était pas un élément sur lequel ça n'a pas été un élément sanctionnant et c'était pas un élément bloquant pour la démarche.
Et j'étends d'ailleurs à la structuration des ateliers ou des phases d'aller vers, c'est une question qu'on ne posait jamais. Est-ce que vous êtes d'Annemasse? À Mm. partir du moment où la personne venait participer à la collecte d'informations, voilà, on n'avait pas une commande pour trier. C'était bien comment vivra-t-on à Annemasse et c'est dans cet esprit-là qu'on a essayé de conduire la démarche. Il y a eu tout un travail de communication qui a porté sur le fait d'avoir une sorte de métaphore pour pouvoir parler du futur de manière un peu alternative et de pouvoir entrer les sujets. La façon de fonctionner, c'est qu'en fait, on a proposé l'existence de petits personnages qui ont peuplé la communication et les échanges et les ateliers et les conférences qui étaient des génies. Des génies, c'est des esprits. C'est des esprits au sens assez animiste du terme, qui sont les esprits de l'Arve, du Mont Blanc, de la nuit, pour les parties de la nature, ceux qui sont du foyer, qui étaient les esprits de la famille, les esprits du couple, les esprits de la sexualité, les esprits de... En fait, on s'est doté assez rapidement dans la démarche d'une sorte de famille, de plein de petits personnages qui nous ont accompagnés dans la démarche et dans lequel, à certains moments, c'était eux qui posaient les questions. Donc c'était que dit l'esprit du foyer à des intervenants dans une table ronde, que dit qu'est-ce que ce génie vient nous poser comme question sur le futur. Et donc en fait il y avait une sorte de proposition de métaphore d'avoir une sorte de peuple un peu alternatif que les habitants qui permettait de faire une sorte de pas de côté et qui à certains moments nous permettait de prendre la parole sur des choses qui n'étaient pas forcément entendues ou de proposer à des habitants d'être porte-parole de certains de ces esprits. Alors, ça peut sembler étrange comme ça, mais ça a été assez fertile dans le fait de pouvoir décaler les débats sur des nouvelles thématiques. Et en fait, ça devenait une sorte de prétexte intéressant. Donc, ce qui fait que dans la communication de la démarche, on a plein de ces personnages-là qui se sont invités un peu partout. Donc, vous allez retrouver partout dans les images qui vont venir derrière. Donc, sachez que quand vous voyez des petits bonhommes avec des yeux, c'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un ou une carte ou un morceau de l'atelier qui est porté par un génie qui a été défini lors des débuts de la démarche par le collectif de pilotage. Alors, si, Nous, on si a... je peux intervenir à ce niveau-là et en direction de tous les collègues qui nous écoutent et qui sont territoriaux, c'est vrai que quand les élus ont choisi cette thématique-là, hein, l'intervention des génies, on a été nombreux à se dire bon sang, où est-ce qu'on va, quoi. On a appris ensuite à travailler avec l'idée, mais c'est vrai que ça faisait partie de plusieurs propositions qu'Johan avait faites aux élus pour thématiser la campagne de com et la structuration des ateliers. Euh, il nous reste des génies un peu partout dans les locaux, donc c'était sans Ils doute sont encore là. c'était sans doute un bon choix tactique. Nous, on a commencé la partie sur une sorte d'un travail en immersion. Cette immersion, elle a commencé avec trois orientations très larges qui étaient données à la démarche et qui reprenaient les thématiques du PLUI. Donc, ville Du PADD écologique, principalement, mais pardon, oui, excuse-moi. Ouais. voilà, du PADD. Euh, PADD, donc ville écologique, qualité de ville, qualité de vie, dynamisme, ville de mixité inclusive et solidaire. Et en tout cas, quand on a commencé le travail de découverte du territoire, on a demandé, il y a un membre il y a un membre de l'équipe qui est allé faire un binôme avec différents agents pour aller visiter la ville et rencontrer des habitants, des agents, des associations, des acteurs de la ville qui étaient dans le choix et la sélection des personnes qui nous permettaient de nous faire visiter la ville écologique d'Annemasse, la ville dynamique d'Annemasse, la ville solidaire d'Annemasse. Et donc, en fait, ça nous a surtout servi sur la partie initiale de la démarche et qui nous a permis, comme ça, de faire un premier temps de découverte. Nous, on en a rendu compte pour déjà réussir à sonder un peu les lieux et de faire des premiers états des lieux de qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui nous interpelle en tant qu'extérieur ou qu'est-ce qu'on nous a montré. Et vraiment, pour le coup, de le prendre sans jugement par rapport à ça et d'essayer de montrer des tensions ou des paradoxes que ça nous dessine. Ce travail-là, il nous a aussi permis de montrer qu'en fait, d'un point de vue des récits actuels, il y a beaucoup d'identités almaciennes qui ne sont pas incompatibles et qui cohabitent déjà. Et donc, en fait, dans le premier temps de travail d'immersion, on montrait ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, Annemasse, une ville où il fait bon dormir. Annemasse, une ville de tradition d'accueil toujours vivante. Annemasse, une ville adolescente. Par exemple, c'est un point qui était intéressant, qui nous a monté des terrains et des immersions, de dire qu'en fait, Annemasse est une ville jeune qui se construit, qui évolue, qui est en pleine adolescence. Donc, en fait, c'est le moment où, entre guillemets, il y a de l'acné et il y a plein de chantiers en cours et qu'en fait, c'est en train de se transformer. C'est pas complètement géré. Mais je trouve intéressant le fait de trouver quels sont les imaginaires avec lesquels les gens nous racontaient la ville. Voilà, Annemasse, c'est une zone d'expérimentation du progrès social. Annemasse, c'est à la fois le centre et la
la banlieue. Annemasse, c'est un pôle distinct et peu miscible. Annemasse, c'est une commune nouvelle. Annemasse, c'est la tradition de l'Annemasse bashing. Enfin, plein d'éléments qui font partie de ce qu'on a observé. Là, pour le coup, on n'est pas dans de la projection, mais qui permettent de donner une sorte de cadre dans lequel on va pouvoir réagir et on sait qu'on va retrouver des évolutions de ces imaginaires-là par la suite. Euh, Ensuite, on a aussi des gens qui ont commencé à nous parler de choses où on voyait que la ville était déjà en train de se transformer du fait des projets en cours, du fait des échanges, mais de dire demain ça se végétalise, demain l'eau se cultive et se vit dans la ville, demain il y aura des espaces communs, parce que vous voyez plein d'espaces communs se créer à ce moment dans la ville avec des démarches de coopération assez fortes et qu'en fait c'était une tendance montante et comment est-ce qu'on est capable de s'appuyer là-dessus pour pouvoir proposer de nouvelles choses demain. Demain, c'est un réseau de places parce qu'il y a tout ce travail de piétonisation qui dessinait des nouvelles coopérations et des mobilités très différentes de celles qui étaient connues aujourd'hui. Demain, des mobilités qui prennent le pas, 12 qui prennent le pas. Demain, ça se désenclave. Enfin, il y avait pas mal de choses qui étaient déjà dans les tuyaux et en fait, on ne peut pas faire comme si ces tendances-là n'existaient pas. Et donc, en gros, ça faisait partie des éléments qu'on a aussi remontés dans la façon dont on a pu choisir les lieux, les objets, les participants, les idées de personas avec lesquels on a pu travailler. Donc, on en parlait précédemment, on a commencé par monter un collectif de pilotage. Quand on parle de collectif de pilotage, c'était une sorte de un copil ouvert qui a eu lieu à 4 reprises, qui était un espace de pilotage et de réflexion sur la démarche, dans lequel il y a des gens qui, en fait, par exemple, le premier comité de pilotage, ça a été avant tout de comprendre quelle était la démarche de prospective, plus que de dire quelles orientations elle allait en donner. Puis de comprendre est-ce qu'on était d'accord avec les orientations qui étaient données, les ateliers tels qu'ils fonctionnaient. Puis de dire qu'est-ce qu'on comprenait des enseignements et comment est-ce qu'on les vivait. Puis de comprendre comment les récits étaient faits. Et en tout cas, ces collectifs de pilotage, il y avait des élus, des agents, des techniciens, des associations, des habitants et des voisins. On a parlé des voisins comme étant les territoires riverains. Les habitants, c'était des personnes qui avaient pu participer aux ateliers, qui voulaient venir. Ça pouvait être des associations, beaucoup d'associations qui sont venues au début aussi pour faire valoir les perceptions et les visions qu'ils avaient dans le territoire. Et ça devenait un bon espace d'échange et de coopération de manière à pouvoir parler de la démarche. Et donc, on l'a beaucoup pris comme un espace on peut tester des choses sur lesquelles on a des questions et c'était presque une sorte d'espace de crash test de certains éléments de la démarche. Donc, ça a donné lieu des espaces qui étaient pas vraiment avec des tables en U, si je peux le dire. En fait, en gros, on n'était pas dans une logique de siéger, mais plus dans une logique de coopérer, dans laquelle on avait un ensemble de questions qui étaient posées sur identifier les génies, aussi cartographier les territoires et les acteurs qu'on considère comme étant pertinents pour le territoire, et qui est une cartographie qui est assez pertinente parce qu'en fait, c'est pas une cartographie géographique du territoire, c'est une cartographie des coopérations par les thématiques de la ville, par les associations, par les acteurs qui comptent. Et donc, en fait, ça donne des espaces un peu touffus, mais ça permet de se rendre compte, effectivement, que quand on parle de Annemasse 2050, on ne parle pas que du territoire qui est figé, mais de ses relations et de ses interrelations avec les territoires alentours. Ensuite, on est passé par la phase de récolte. Alors là, pour le coup, on a eu différents formats qui ont été utilisés. Des formats de conférences qui étaient demandés dans le BPU et qui n'est pas un format que nous, on utilise habituellement pour poser des questions euh, de, d'imaginaire, mais qui était intéressante à explorer. Je pense qu'on pourrait avoir des retours sur la façon dont ça a fonctionné et comment est-ce qu'on pourrait le faire mieux dans d'autres cadres. Des formats d'ateliers, avec des ateliers au pluriel, parce qu'en fait, il y avait différentes natures d'ateliers qui étaient réalisés, et un questionnaire qui a été organisé en ligne pour pouvoir un peu prendre le pouls des imaginaires des Alsaciens. Donc, ça veut dire 3 conférences avec 7 intervenants, un peu plus de 120 participants en conférence, un grand nombre d'ateliers. Il y a eu 38 ateliers qui ont été réalisés en tout sur l'ensemble de la démarche. Certains qui étaient en salle, donc vraiment ateliers invités dans un cadre qui est un peu habituel de participation. Des ateliers avec les agents en salle aussi. Tout un travail avec un travail d'aller vers plutôt dans les événements, dans d'autres, en parallèle d'événements existants pour faire exister la démarche, pas que par elle-même, mais aussi dans d'autres événements culturels, d'événements associatifs de la ville. Euh, des travaux avec le conseil municipal des enfants et des ateliers avec des lycéens qui arrivaient en fin de démarche et dans lequel on avait plutôt une démarche de demander à des lycéens bon, on a sorti ça comme scénario. Est-ce que vous, en tant que lycéen, vous reviendrez sur le territoire si c'était ça le futur? Et donc plutôt une sorte de crash test de la génération qui vient et qui vient nous questionner en audio et nous donner des interpellations. Et on a eu un questionnaire sur lequel on a un peu plus de 300 réponses, et sachant que le questionnaire était quand même très long et dense à répondre. Donc, en fait, Oui. assez qualitatif parce qu'on demandait aux gens d'écrire des récits dedans.
ce qui est plutôt un bon résultat pour ce type de questionnaire. Donc voilà, le questionnaire, il devait permettre surtout de sonder les imaginaires des gens et que les gens se positionnent par rapport à des génies, est-ce que des génies leur parlent ou pas, de remonter la vision qu'ils avaient des différentes thématiques de la démarche et de nous proposer des récits. Et donc on a quand même capté de ce travail-là un grand nombre de récits qu'on a dû par la suite réintégrer dans la partie de rédaction des scénarios, de la rédaction des propositions. En parallèle, on a eu donc ces conférences qui étaient un espace dans lequel on a plutôt demandé. Alors, la façon dont on a abordé ces questions de conférences, à la base, je pense que c'était plutôt de nous dire. Je pense que la façon dont les conférences étaient perçues dans la demande initialement, c'était donnez-nous des éléments factuels, des choses tendancielles qui sont à prendre en compte pour penser le futur de la ville. Et en fait, on l'a plus pris en se disant et si on avait des diversités de regards sur la ville et sur des thématiques qui sont un peu les angles morts de la ville. Donc, on a eu comme ça Katie Stewart, qui est une autrice de science-fiction, qui a beaucoup travaillé, qui a sorti un livre récemment sur la question de l'alimentation comme fait de futur et qu'est-ce qu'on mangera demain dans le futur, et qui par ailleurs a beaucoup interpellé la ville sur la qualité de la santé mentale et comment on prend en compte la santé mentale demain. Makan Fofana, qui est le ministre de la magie et en charge du turfu, qui était là pour nous parler des imaginaires, plutôt d'un imaginaire de banlieue et de qu'est-ce que c'est que d'être une banlieue, qu'est-ce que c'est que les imaginaires dominants dans les banlieues et comment est-ce que, en tant qu'agent public, on peut se poser de la façon dont on perçoit les représentations du futur qu'on a au regard de représentations du futur qui peuvent être très différentes. Les Émirats arabes unis sont un imaginaire souhaitable pour des gens et c'est pas forcément l'imaginaire que la ville d'Annemasse va défendre, mais pour autant il y a des gens qui vont y souscrire sur un territoire. Donc comment est-ce qu'on fait avec des territoires avec des perceptions qui sont très différentes? Ou Samuel qui était là pour nous parler de comment est-ce qu'un territoire peut cultiver l'eau, d'un point de vue qui est hydrologue, et donc de dire comment est-ce qu'on donne des perspectives différentes là-dessus. Donc en fait, on a eu plein d'intervenants très différents qui étaient autant dans un champ d'expertise sur des questions de coopération, des questions plutôt sur des questions d'effondrement. Alexandre Monin, par exemple, est venu nous poser la question de la ville sur les questions de renoncement et comment est-ce que on, dans un contexte de changement climatique, on peut se poser la question du renoncement comme un fait public de travail. Et à chaque fois, la question était plutôt d'avoir des génies, les génies de la ville qui viennent poser des questions aux participants plus que les participants qui viennent prendre un temps de nous donner un point de vue descendant. Donc, c'était aussi l'occasion de beaucoup d'échanges avec la salle et c'était plutôt, je pense que ça a donné des cadres qui étaient intéressants d'échange. Après, qui initialement étaient pensés comme étant en amont de la démarche et par souci de réussir à avoir les intervenants, c'est plutôt égrené au fil de la démarche au fur et à mesure. Donc voilà, le dispositif, c'est un peu le suivant. On avait là le le génie du foyer qui pose la question en quoi la notion de jeu est pertinente pour réfléchir à la vie et qui va poser ces questions-là aux participants qui ont pas tous des réponses évidentes là-dessus. Et donc, en fait, ça nous permet d'avoir des retours de la salle, des retours de personnes et qui sont des matières qui nous ont permis de pouvoir orienter les questions sur le travail par la suite. Après, je vais passer aux ateliers. Alors voilà, pour les ateliers, on va se retrouver sur des ateliers dans lesquels on avait beaucoup de matières qui étaient produites de notre part, qui étaient autant des lieux emblématiques de la ville, des SI qui étaient sortis plutôt des retours de terrain, des génies qui étaient pris derrière. Et en fait, ce qu'on demandait aux participants dans la démarche, c'était de pouvoir croiser. Enfin, chaque participant au début devait choisir une carte habitant du futur, une carte génie, une carte lieu et une carte inspiration et de pouvoir venir à une table et de regarder, de constater la différence des sélections que chacun avait pris. Et l'idée, c'est que les gens n'allaient pas construire un récit individuel à partir de leurs cartes, mais plutôt dire comment est-ce qu'avec les différentes cartes qu'on a prises, on arrive à construire un récit ensemble. Donc, c'est une sorte de jeu de cartes dans lequel on construit ensemble des sortes de visions de futur, des paquets d'imaginaires qu'on va travailler, qu'on va raconter, qu'on va mettre en récit. Alors, ça a donné une matière dans laquelle, d'abord, les gens allaient visiter un peu ces visions de c'est quoi les habitants, c'est quoi les génies, c'est quoi les lieux, c'est quoi les différents trucs, et ça donne une matière de base. Et je pense que le principe de matière de réaction quand on parle d'imaginaire est importante, parce qu'en fait, elle permet de décentrer et de se laisser interpeller par des propositions qu'on n'aurait pas prises initialement. Et que je pense que ça donne un cadre qui permet, dans tous les cas, de s'en sortir, enfin de pouvoir proposer des choses qui sont très différentes, qui peuvent permettre des coalitions qui étaient un peu inattendues. Et donc il y a quelques scénarios qui étaient vraiment hors du scope. Je pense que l'idée de transformer Annemasse en un énorme stade à destination de Genève, par exemple, on l'avait pas vu venir. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce que ces systèmes de génération permettent de donner un cadre
en fait, entre guillemets, méthodologiquement, pour nous, c'était un truc important, c'est que ça permettait de donner un cadre d'autorisation pour que les gens se sentent en liberté de proposer des choses qui sont un peu hors du cadre. Et que, en fait, souvent, quand on pose des questions d'imaginaire, on a tendance à répondre on est un peu des bons élèves quand on parle de futur et qu'on n'en fait pas souvent. Et donc, en fait, on a tendance à répondre au futur qu'on connaît déjà. Et par exemple, je suis assez surpris, in fine, dans les différents échanges qu'on a, mais aussi parce qu'on était très focus sur la coopération. Il y a des scénarios qui parlent d'intelligence artificielle, mais il n'y en a pas tant que ça. Non. Il y a, et en fait, alors que pour le coup, ça faisait partie des alimentations qui étaient données, mais c'est pas ce qui a été saisi, c'est pas ce qui a été pris, c'était pas les aspirations qu'on avait. Donc, je pense que ce système d'atelier un peu combinatoire permettait d'avoir une démarche qui était un peu marrante. Après, on avait un peu trois formats d'ateliers, donc les ateliers longs qui étaient sur table avec les jeux de plateau, des animateurs pour chaque table, etc. On avait des ateliers courts dans lesquels en fait les cartes servaient plutôt de pouvoir prendre sur le fait des personnes et de proposer des combinaisons de futurs à des gens pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Donc c'est donné l'avantage, c'est qu'en fait on pouvait avoir plein d'ateliers qui pouvaient être réalisés dans différents endroits et à différents moments et qui étaient plus quasiment des entretiens collectifs pour le faire que de travailler là-dessus. Et ensuite, on avait des questionnaires en ligne qui nous permettaient de récupérer la matière. Donc voilà, ça c'est plutôt les ateliers d'aller vers et comment ils fonctionnaient, dans lesquels on interpelle les gens par rapport aux choses. Donc on n'a pas la vision d'ensemble de toutes les cartes, mais au vu de ce que les gens proposent, en connaissant les cartes, on est capable de pouvoir faire des mini combinaisons qui disent est-ce que ça vous intéresse, comment ça fonctionne? Il est pas mal mon futur, il est beau mon futur, il est tout frais. Est-ce que vous voulez pas goûter un petit peu ce futur? Enfin, ça donne une sorte de logique d'aller vers qui change la posture d'animation qu'on peut avoir. Euh, voilà, moi, j'ai mis plein de photos pour vous montrer aussi comment les génies se baladaient dans la ville et comment ils étaient là. Et puis après, les ateliers de réaction avec les lycéens, dans lequel, là, pour le coup, on avait plutôt un travail. C'est arrivé à un moment où on était déjà avec un début de synthèse des différents récits qu'on avait pu proposer. Je vais revenir sur la synthèse par la suite. Mais en tout cas, on a fait une dizaine d'ateliers avec des lycéens qui étaient l'occasion de pouvoir avoir des retours de lycéens qui nous racontent comment ils vivraient dans ce futur-là. Et donc là, pour le coup, c'était des ateliers enregistrés. Ça donnait lieu à des sortes de petites fictions audio qui sont disponibles sur le site de la ville, dans lequel on peut écouter aujourd'hui comment les lycéens se perçoivent dans les différents futurs et qu'est-ce qu'ils pensent pour demain. Johan, est-ce que nous pouvons faire une petite pause pour prendre quelques questions? C'est Voilà. exactement ce qui était prévu. On arrive au moment où je fais une pause avant qu'on traite comme on a fait le traitement de la Alors, matière qui est collectée. il y a une première question qui est posée par Annabelle, qui a... Alors, je sais pas si je comprends bien. Comment s'articule le travail du COPIL avec celui des collèges? Alors, je pense qu'on parle des collèges qui constituent le De- COPIL. Voilà. Est-ce que les collèges les- sont autonomes et est-ce qu'ils sont non, accompagnés par vraiment, les collèges vraiment la ville? les collèges, c'était juste le point d'attention qu'on avait pendant les collectifs de pilotage de dire qu'il fallait qu'il y ait des représentants des 6 collèges. Donc ça a guidé la question de l'invitation, la question de la mobilisation, de la relance pour les différents collectifs de pilotage pour faire ça. D'accord. Et l'évolution de la manière dont on allait aborder ben, les phases suivantes. Je vous avoue que moi, en tant qu'agent, les phases de copil, c'était toujours des grands moments où on échangeait beaucoup avec Johan avant et après, puisqu'en fait, comme on construisait au fur et à mesure les étapes suivantes, je me souviens d'avoir dû rassurer pas mal. Hein. Il y avait bien sûr un collège élu qui, même s'il était hyper porteur de la démarche au démarrage, au bout d'un moment, on se disait, mais bon sang, on va aller jusqu'où comme ça avec les génies, les visions qui se créent au fur et à mesure, des, je me rappelle des premières collectes de scénarios où il y avait des choses qui étaient très surprenantes hein, dans les premières participations. Les gens qui jouaient le jeu pouvaient aller relativement loin quand même dans l'imaginaire et on se demandait ce qu'on allait faire de l'histoire d'une petite abeille qui ne trouvait plus de fleurs à trouver et qui demandait à ce que le parc Montessuie soit refleuri. Quoi. Ce travail du copil, en fait, il a été déterminant pour adapter cette démarche et la façon dont on exploiterait les différentes choses qui ont été collectées. Et puis surtout, ça nous a quand même permis de compenser un petit peu ce calendrier très court dont on reparlera, puisqu'on obtenait quand même des séquences de validation assez rapides. Ça fonctionnait un peu comme, je sais pas si tu l'auras vécu comme ça, Johan, mais comme un stop ou encore. Est-ce que la piste Exactement. ou pas? Est-ce qu'on creuse ou est-ce qu'on réoriente? Et à plusieurs reprises, on a été amené effectivement à réorganiser des phases, réorganiser des questionnements et adapter les outils. Ok.
Merci. Une autre question de Laura. Bonjour Laura. Le sujet sera sûrement abordé plus tard. Sinon, comment concilier les visions des gens qui font du tuning avec celles des survivalistes pour co-construire une vision commune? Chacun son récit ou faut-il trouver un récit mou du milieu? On va en parler juste après. D'accord. Je vais peut-être intervenir là-dessus, mais la vraie bonne idée, et j'y croyais pas au moment où Johan l'a présenté, ça a été de mettre hors circuit de réflexion tout ce qu'on appelait les problématiques du quotidien prégnant de la ville d'Annemasse, qui est effectivement un immense chantier à l'heure actuelle. Et la grosse surprise qu'on aura eue, autant les élus que nous, hein, c'est qu'en fait, les récits qui sont remontés, les idées, étaient toutes éminemment constructives. Il y a pas eu. Moi, j'avais peur de devoir arbitrer, censurer certaines idées qui pouvaient assez rapidement déraper. Quand on sollicite l'imaginaire d'un habitant, et ça peut vraiment partir assez loin. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait dû écarter plus de 4 ou 5 propositions de gens qui étaient manifestement en colère et qui avaient utilisé la démarche pour vider leur colère. Et surtout, on reviendra dessus, mais 95% des propositions sont très orientées sur le collectif et sur un avenir meilleur que ce qu'on pourrait imaginer. À part quelques scénarios catastrophistes, mais très peu, par exemple, d'idées survivalistes ou autres, ou qui se préparent à affronter un futur noir. Les gens croient encore à un avenir meilleur, en tout cas, c'est ce qui ressort de la démarche, quoi. D'accord. Merci. J'ai David. Bonjour David qui nous pose la question. Avez-vous également interrogé la place d'Annemasse par rapport à l'économie de la montagne? Quel scénario par rapport à la hausse des températures à venir en Haute-Savoie et ses conséquences? Oui, il y a des Est-ce que questions c'est... sur, il y en a eu beaucoup d'échanges sur la question de l'eau et de comment est-ce que, quelle place elle prend dans la ville, comment est-ce qu'elle gère, sur les montées de température aussi. Non, pour le coup, alors ça n'a pas été central parce que je pense qu'en fait, il y avait plus la question a beaucoup été posée sur comment on cohabite. Et donc, en fait, il y a beaucoup de réponses qui ont eu lieu sur des questions de comment on vit ensemble. Ça a été dit en partie sur la place du non-vivant, enfin, on verra un peu pendant les différentes thématiques qui ont été sorties à la fin, mais il y a des réponses par rapport à ça, et dont des réponses qui parfois faisaient partie des scénarios noirs. Enfin, il y a un scénario dans lequel les habitants proposaient on ne vit plus en extérieur, on doit vivre dans des grottes parce qu'il fait trop chaud à certains moments de l'année. Donc il y a des scénarios quand même qui sont un peu saisissants, mais en même temps, c'est des choses qui peuvent quasiment exister. Si on regarde les villes américaines qui ont enterré leurs activités parce qu'il fait trop froid l'hiver, enfin, je veux dire, c'est des choses qui peuvent interpeller et regarder un peu en face. Et Ok. pour préciser, et puis peut-être par rapport au sens de la question, Annemasse a un positionnement un peu particulier. C'est une ville de plaine dans une zone de montagne. C'est-à-dire que même si c'est une commune touristique, parce qu'elle a cet agrément-là, le lien typiquement avec l'économie de la montagne classique et euh, les différentes stations de ski autour, c'est plus un lien d'aller-retour. C'est pas, la ville n'est pas directement impliquée. Mais effectivement, il y a des choses surprenantes. Je me rappelle d'un scénario qui propose des liaisons en dirigeable avec les stations de haute montagne et le massif du Mont Blanc. Euh, c'est par contre effectivement pas un sujet hyper prégnant dans la vie de la collectivité, ce rapport à l'économie de montagne parce qu'on a ce positionnement un peu particulier au bord du lac, en fait. Les D'accord. montagnes font partie du décor, elles ne sont pas directement actrices de la vie économique de la collectivité. Ok. J'ai Fabienne qui nous pose pas vraiment de questions. Donc Fabienne, si vous pouvez préciser, c'est des copies d'écran. J'ai pas compris l'objectif. Et nous avons Corentin. Mais je pense que ça, c'est une question qui revient à chacun de nos webinaires. Quelle méthode technique utilisez-vous pour atteindre un consensus, au moins apparent, ou un accord rationnel afin de concilier des imaginaires très différents, voire des intérêts contradictoires? Je suppose que les désaccords persistent même après la mise en commun des imaginaires. Ça, c'est le Ça, Oui, sujet de Johan va vous prédilection de expliquer la Johan, chose. il me semble. c'est ça. Oui, Je raconte ça juste après, d'accord? ouais, ok. En tout cas, pour le dire, je pense qu'on a quand même, ben, peut-être qu'on le reprendra plus tard sur la question un peu de recul critique là-dessus, mais en fait, on a quand même peiné sur la question de la mobilisation à l'échelle de la ville, Oui. sur ces différents ateliers. Ça a été très fastidieux, beaucoup de relances, beaucoup de reprises, etc. Donc, en fait, on, on a touché un public assez vaste avec les différents allées vers, et je pense que l'allée vers a vraiment facilité le travail là-dessus. Le fait de faire des ateliers hors les murs était bien plus intéressant que les ateliers dans les murs.
pour le dire très directement. Ok, je pense Oui, que je nous rejoins. pouvons passer. Je rejoins, Pardon. même si on n'avait pas pu faire des ateliers dans les murs beaucoup plus gros que ce qu'on faisait, parce qu'il y a quand même une problématique de capacité d'encadrement et d'animation d'un atelier fermé, et on n'a jamais été en capacité d'accueillir plus d'une trentaine de personnes. Mais on n'a jamais accueilli 30 personnes sur un atelier, ça c'est clair, quand on parle des ateliers dans les murs. Je propose Ouais. que, merci. Je propose que nous passions à la suite et il nous reste 35 minutes puisque nous voulons garder 5 minutes à la fin pour la conclusion qui sera portée par Céline. Alors là, je vais rentrer dans un truc qui est plus compliqué, qui est comment on passe des récits au scénario. Là, c'est vraiment de la tambouille interne. Donc, en fait, c'est intéressant de faire l'exercice de partage parce que pour le coup, ça pose des questions de. Enfin, nous, le point de vue qu'on avait sur cette question, c'est on ne doit pas faire de choix. Nous n'avons pas, à part sanctionner des points de vue qui seraient vraiment des propos racistes, Exactement. euh, classistes, ou enfin, à part vraiment des limitations, qui est de dire, en fait, on est dans un état de droit et on défend certaines valeurs dans des collectivités. On n'a pas écrémé les scénarios, on a plutôt posé la question de comment est-ce qu'on les fait cohabiter, pour répondre un peu à la question qui était précédemment. Donc, on a la création des ateliers, on a récupéré à partir de l'ensemble de la matière un peu plus de 700 idées. C'est vraiment d'idées en tant que telles qui donnent 205, qui étaient contenues dans 250 récits avec une trentaine de capsules audio. Et il fallait qu'on arrive à faire atterrir ce point de vue-là dans quelque chose qui est manipulable derrière. Et vraiment, l'idée, c'est de dire à partir de combien de synthèses on commence à perdre la nature, vraiment la qualité de ce qui a été produit par les habitants. Et donc, en fait, on a tout un travail qui est passé par, la restitution sous forme de récits, c'est-à-dire ce qui a été produit, on l'a retraité de manière à avoir une matière textuelle qui était homogène, lisible par rapport au contenu, puis un travail de catégorisation des idées au sein des récits, donc de dire comment dans le récit machin, on parle de tel point, de tels objets, de tels dispositifs, de telle thématique, de réussir à identifier dans un même récit les différentes composantes qui sont présentes, puis un travail de surlignage, donc ça avec l'équipe d'Hervé et Cyril, on parle d'un gros boulot quand même de repasser en revue l'ensemble et de se dire est-ce que c'est quelque chose de nouveau, est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, est-ce que c'est quelque chose qui fait lien, de manière à se dire qu'on a bien passé en revue l'ensemble de la matière, puis un travail plutôt de synthèse créative. Donc là, c'est comment est-ce que on se dit qu'il y a des idées qui peuvent cohabiter et que ces cohabitations dessinent des objets qui sont intéressants et qu'on est capable de pouvoir faire exister. Ce qui fait que, par exemple, des idées qui peuvent être assez divergentes peuvent retrouver des proximités avec d'autres idées. Donc en fait, en gros, l'idée, c'est de dire quels sont quels sont les scénarios qui permettent de faire cohabiter des idées qui peuvent être un peu contradictoires a priori entre différents scénarios, mais dans un scénario peut être entendable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un premier temps, effectivement, c'est de reprendre tous les textes qu'on a eus dans tous les ateliers, de toutes les prises de notes qu'on a récupérées et de les reproduire pour écrire les contenus. Voilà, la génie, le rafraîchisseur, les génies des parcs. Donc, on récompte, on reprend toute la matière écrite. Ensuite, là, on commence à sortir les ciseaux numériques et on rentre dans la tribu des copieurs-colleurs et on va catégoriser tous les points de vue. Ce qui parle du centre-ville, ce qui parle de l'Altaponie, ce qui parle de la thématique cuisine, ce qui parle de la mobilité, ce qui va parler de différents trucs. Et donc, comme ça, on va vraiment copier-coller les différents éléments pour avoir une facilité de lecture qui est plus importante par la suite. Et vient ensuite le travail de surlignage. Donc la façon dont ça fonctionnait, c'était de dire si c'est rose, c'est que c'est quelque chose qui est en lien avec la ville. Si c'est vert, c'est quelque chose de nouveau. Si c'est jaune, c'est quelque chose qui a été une redite. Enfin, on avait un code couleur qui nous permet de pouvoir repasser en revue l'ensemble des scénarios et de pouvoir essayer d'identifier les points saillants pour éviter la moyennisation, pour dire sur ce point-là. Et donc, en fait, il y a tout un travail qui est de dire, là, on a besoin de dire, ça, c'est un point fort d'un scénario, parce qu'en fait, il propose une orientation qui est nouvelle, il propose quelque chose qui est assez explicite et qu'on est capable de pouvoir maintenir, quand d'autres choses sont plus molles et, en fait, entre guillemets, ne peuvent, font difficilement une matière qui est enfin, c'est pas une matière qui est si clivante, quoi. Donc, en tout cas, on a plutôt cherché les différents points par rapport à ça. Ensuite, le travail qui vient derrière, c'est vraiment un travail de faire des propositions de scénarios à mettre sur la table. Donc, c'est de dire, ben voilà, on a les thématiques trucs, bidule, machin, qui donnent des solutions telles qu'on a identifiées. Donc là, on voit entre guillemets les briques qu'on a pu surligner, qui sont remises un peu sous la même
même structure, c'est quoi le scénario, c'est quoi l'objectif attendu du scénario, c'est quoi la solution qui vient derrière. Et à partir de cette matière-là qui a été retriée, nous, on a fait un travail de rédaction de récit. Et donc là, vraiment, pour le coup, c'est un travail d'écriture de manière à ce que ce soit lisible, entendable d'un point de vue d'un habitant, d'un écureuil ou d'un agent public qui est capable de raconter le récit à sa hauteur. Donc en fait, voilà, pour vous expliquer ce travail-là de synthèse, l'objectif, c'est de ne rien perdre, c'est d'éviter de faire des doublons avec des objets qui seraient trop communs et de dire en fait tout a une même valeur dans la façon dont ça va être traité et dont ça va être avancé. Euh, Ça pose aussi le fait de dire qu'en fait on arrive sur des thématiques communes, sur des sujets, enfin, avec des propositions qui peuvent être antagonistes. Sur une même thématique, on peut avoir des propositions de scénarios qui sont pas si facilement conciliables. La question est juste de dire est-ce qu'ils peuvent cohabiter? Entre guillemets, moi, ce qui m'intéresse quand on fait des propositions de récit, je vais le redire comme ça, c'est que le consensus m'intéresse assez peu, en fait. Parce que je pense que le consensus, c'est pas une matière, c'est une matière de moyenne ou une matière d'imaginaire dominant. Alors qu'en fait, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le consentement, dans le sens à dire, est-ce que quelque chose dans ce scénario vous gêne suffisamment pour qu'on ne le mette pas? Et c'est plutôt ça qui fait un élément de discrimination qu'un élément d'opposition. Et c'est à partir de ça qu'on est capable de faire des discussions communes après par la suite avec les scénarios. Euh, une fois qu'on a fait ça, bah, c'est de la rédaction de scénario. Là, pour le coup, on sort les stylos et on doit vraiment produire à partir de ce qui a été dit, ce qui a été fait, etc. Et en tout cas, ce travail-là fait que on est capable de garder la traçabilité qui dit quelles idées de quels ateliers ont donné quel scénario. Et ça, pour le coup, c'est important de le garder parce qu'en fait, si jamais quelqu'un venait nous voir, enfin, cette question de confiance dans le récit, elle est importante. Et si jamais il y a des membres du collectif de pilotage qui me disaient mais je vois pas quand est-ce que cette idée a été dite. Il fallait qu'on puisse réouvrir le fichier et dire, attention, cette idée-là, elle vient de tel atelier, elle a été dite dans tel contexte, et on l'a prise dans tel, est-ce que c'est un atelier court, un atelier long, et qui l'a prise et comment ça a été fait. Et en faisant ça, on assure le fait qu'on est capable de pouvoir garantir que les récits et les scénarios qu'on sort, c'est des récits et des scénarios qui ont été donnés par les habitants, les agents qui ont participé à la démarche. Une fois qu'on a fait ça, bah, il faut le travailler la matière de manière à ce qu'elle soit partageable. Et donc là, on passe sur une étape qui est plutôt de produire 6 visions. Donc là, pour le coup, les visions, ça donne des éléments qui sont un peu consensuels, qui sont un peu larges et mous, mais en fait, il faut bien ce genre de choses pour avoir des thématiques. Donc en fait, les 6 visions qui sont dessinées, c'est des visions d'orientation de la ville, potentiellement pour demain, dans lesquelles il peut y avoir des réponses qui sont assez hétérogènes. Donc il y en avait une première vision qui était Annemasse, hospitalité locale et internationale, en gardant cet élément identitaire qui était important de l'histoire d'Annemasse et qui s'est beaucoup dessiné sur comment est-ce qu'on va gérer les jeunes dans la ville demain, comment est-ce qu'on va gérer les touristes qui viennent sur la ville, comment est-ce qu'on va gérer les migrants climatiques qui viendront sur le territoire et quel est le rôle de la ville d'Annemasse par rapport à ça. Il y a une deuxième vision qui est plutôt autour de la fabrique de nouveaux droits. Il y a beaucoup de choses qui ont été sorties sur des nouvelles sécurités sociales, de la communalisation, des nouveaux prises en compte d'espaces où l'action publique pourrait avoir un rôle intéressant à jouer et qui peuvent sortir des compétences initiales de la commune, mais donc en fait qui se disent en disant bah, comment est-ce qu'on devient territoire d'expérimentation quasi. Il y a une troisième partie qui était plutôt comment la ville devient un territoire pionnier sur la cohabitation avec le vivant non humain. Et donc, comment est-ce que qui des droits, qui de la prise en compte, qui de la sensibilisation, va être capable de pouvoir renouveler le regard sur la façon dont on prend en compte la nature et le non humaine et voire le non vivant dans la prise en compte des politiques publiques ou dans les politiques publiques actuelles. La quatrième thématique, elle portait sur une question autour de ralentir pour mieux se transformer. Beaucoup de propositions tournaient autour du fait de dire qu'il fallait qu'on arrête d'utiliser les téléphones portables dans l'action publique, qu'on arrête de prendre la voiture, qu'on arrête. Enfin, beaucoup de questions de renoncement. Alors, le renoncement étant compliqué parce que certains participants étaient plutôt en opposition par rapport à ça, on a fini par parler de ralentir, en tout cas, ouais, à minima, plus que de parler de renoncer dans la façon de formuler la vision. Une vision autour des nouveaux lieux et des liens forts, et beaucoup de choses autour de dire à quoi ça ressemble les lieux où on peut faire de la cuisine et pourquoi on n'a pas un- une camionnette itinérante bien foutue qui nous permet de s'installer dans différents endroits des places, enfin, des fois des réponses très concrètes hein, qui sont venues derrière, mais qui disent quels sont les lieux qui nous permettent d'avoir des liens forts et comment est-ce qu'on travaille ces points de vue-là, comment on repose la question de la terrasse des cafés, comment on repose la question de la rue aux enfants, comment on repose les questions de ce type-là. Et une dernière thématique qui va plutôt poser la question de la solidarité et des vulnérabilités, de comment on prend en compte les nouvelles solidarités et les nouvelles vulnérabilités que ça dessine pour demain. Donc, par exemple, la santé mentale, par exemple, l'éco-anxiété, des choses de ce type qui peuvent faire partie des différentes vies. Donc, en fait, nous, après ça, on a pu formaliser systématiquement
pour chaque scénario, pour chaque vision, on a des scénarios qui sont sortis des travaux de rédaction. Donc, en fait, par exemple, pour ralentir, pour mieux se transformer, on a une monnaie locale, des admissions augmentées, on a différents points de vue qui, là, pour le coup, peuvent être des scénarios très hétérogènes. Donc, plutôt que de les mettre ensemble et d'essayer de raconter une histoire commune, on dit, voilà la famille de réflexion à laquelle ça appartient, mais dedans, vous avez des scénarios. Et l'idée de la synthèse qu'on a fait, c'est plutôt une synthèse à piocher. Et de dire, venez composer votre futur à partir des éléments qui sont derrière. Et si ça vous intéresse et que vous êtes capable d'engager différentes personnes pour avancer là-dessus, eh ben, c'est que la matière, elle est bonne, en fait. C'est que si elle vous donne envie d'agir et qu'elle vous donne envie de vous lancer dedans, ça va être intéressant. Et donc, cette production, elle a pris, donc elle prend ce genre de forme-là, et elle a surtout été diffusée sous la forme d'une exposition. Et donc, en fait, on a produit une exposition pour la ville qui permet de pouvoir être itinérante dans différents lieux. Donc là, pour le coup, elle est encore dans la maison des projets, je crois, mais elle était destinée Elle va initialement, basculer à Martin Luther King. voilà, elle est destinée à pouvoir changer de site et de pouvoir avoir des espaces dans lesquels elle reste accessible et avec à chaque fois la vision qui est donnée et en dessous des cartes à venir piocher pour composer le futur qui nous intéresse et pouvoir le lire chez soi par la suite. Parce qu'en fait, ça reste beaucoup de contenu textuel, donc on a besoin de pouvoir le découvrir. Et en parallèle de ça, il y a une version numérique qui est disponible en ligne et l'accès certains scénarios qui ont été commentés par les jeunes à des versions audio qui permettent d'écouter ce que le travail audio sur les différents scénarios. En parallèle de ça, on a fait un livret grand public qui a été diffusé pour présenter l'ensemble de la démarche et de la production qui a été faite et invité à découvrir l'exposition et qui a été boîté dans toute la ville à tous les habitants avec Avec le avec le, journal municipal. avec le journal municipal. Et voilà enfin, le genre de choses que ça a produit. Après, je vais revenir plutôt sur la question comment c'est saisi en interne par les agents. Ce sera la dernière partie de la présentation. Hervé, qu'est-ce qui a marché? Ben, qu'est-ce qui a marché? D'abord, on a tenu les délais, le calendrier, le budget, ça, c'est pas rien pour un chef de projet. Ensuite, ce qui a marché, c'est effectivement ces 6 visions qui sont quand même bien en lien avec la commande. Et la bonne surprise, c'est que ça reste pour l'ensemble des visions qui sont éminemment collectives, euh, durables, quelque part. Il y a pas eu de trou dans la raquette. C'est vrai que c'était l'inquiétude de voir surgir, j'en sais rien, moi, des angoisses, des anxiétés, des positionnements un peu radicaux. À partir du moment où on interroge l'imaginaire des gens, ben, on ouvre un petit peu la boîte de Pandore. Là, ce qui a été rassurant, c'est qu'effectivement, collectivement, les gens ont envie de construire. Donc, je dirais que moi, les 6 visions sur lesquelles on va travailler maintenant avec les équipes, elles sont exploitables et quelque part, elles vont permettre effectivement certaines bifurcations dans la manière dont on envisage l'action des services au niveau municipal. Euh, voilà, c'est les 2 premiers points. Ce qui a marché, c'est ça. C'est cette vision d'Annemasse 2050, elle donne envie d'y aller et quelque part, elle nous répond à. Je me souviens que dans certains ateliers, l'équipe de Johan posait la question, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change pour qu'en 2050, vous ayez envie de vivre à Annemasse? On a des éléments de réponse sur cet axe-là. Ce qui aurait pu être fait différemment, ben, ça a été en filigrane, et puis peut-être que ça intervient aussi dans les questions, c'est bien évidemment cette question de calendrier. La démarche intervient bien sûr tard dans une mandature, et donc du coup, ben, ça nous pose une contrainte de temps qui était majeure. Il fallait à tout prix qu'on ait tout bouclé en décembre l'année dernière pour que tous les éléments soient rendus publics bien en amont des échéances électorales et surtout de la campagne, et qu'il n'y ait pas cette polémique sur le risque d'utilisation du travail pour privilégier une vision ou l'autre de la ville. Donc ce calendrier, c'est quelque chose à vraiment garder en tête, surtout sur un sujet aussi vaste, d'autant que faire en un an, et d'ailleurs on n'a pas eu un an, si vous regardez bien la manière dont ça s'est passé, puisqu'il y a eu 3 mois de définition de la démarche de découverte du territoire, 2 mois pour essayer d'embarquer la population, qu'on a compressé d'ailleurs. Les 3 conférences étaient prévues en début d'action. En fait, on en a fait une pour embarquer les gens, et puis les 2 autres sont venus éclairer la collecte un peu plus tard. On a eu 3 mois pour collecter la donnée et 2 mois pour la restituer. J'ai échangé avec une collègue d'une collectivité voisine qui a porté une démarche à peu près similaire. Elle me disait, nous, on a eu 18 mois et c'était pas de trop. Donc, moi, c'est un point d'alerte que je donne maintenant, mais on le savait avec Johan d'entrée de jeu. Un an, c'est court, c'est très, très court et ça passe vite.
Après, ça, je le prends à l'échelle des services de la ville et c'est lié effectivement à la conjoncture. Mais je pense que pour compenser, il aurait fallu qu'on puisse respecter notre plan de communication. Ça a été très, très compliqué. D'abord parce qu'à chaque copil, bah, certains axes stratégiques évoluaient et donc difficile de respecter un plan com qu'on avait prévu à l'avance. Et puis, au niveau local, le service communication traversait une période de turbulence à ce moment-là, qui fait que on n'a peut-être pas pu aller chercher les gens aussi loin que ce qu'on aurait aimé le faire, même si, encore une fois, on connaît notre territoire et j'évoquais tout à l'heure cette structure de population très particulière. C'est difficile de faire citer Annemasse, on en est conscient et c'est bien pour ça qu'il y a un service dédié à ce travail-là. Et puis bon, un troisième point, mais je crois que ça a été évoqué par Johan tout à l'heure, effectivement, la source la plus intéressante d'imaginaire, c'est l'allée vert. L'allée vert, ça nécessite un gros engagement RH, c'est-à-dire qu'on était présent sur des temps forts, mais peut-être pas suffisamment en nombre par moment. Il faut être en capacité sur ces opérations-là de mobiliser des agents autour du projet, sachant que dans une ville en chantier, bah, c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Tout le monde est déjà bien dans le rouge en termes de plan de charge. Mais avec le recul, on passera, je crois, à la fin du diapo sur qu'est-ce qu'on va en faire maintenant. On se retrouve quand même à la tête de 70 pistes d'action potentielles. Elles ne seront peut-être pas toutes exploitées, on est bien d'accord, mais qui viennent renouveler le service travaillé en amont de la prospective sur une double démarche. On recueille sur Imaginons Annemasse, qui est donc la plateforme des propositions de citoyens, des idées, qui sont souvent des micro-projets, une demande d'équipement, une demande d'aménagement, hein, voilà, et on utilise la plateforme pour lancer des appels à manifestation d'intérêt sur des méta-projets ou des choses un peu plus ouvertes. Les 70 scénarios, c'est autant de pistes d'inspiration pour recréer des collectifs autour d'un projet commun. C'est comme ça que je l'envisage moi pour la suite. C'est comme ça qu'on a commencé à exploiter le travail de vraiment, vraiment. Alors, Je passe à la question. j'ai Pardon. justement une question qui correspond exactement à cette diapositive. C'est Laura qui nous demande quel était le budget de toute cette démarche et le temps homme pour de travail pour la collectivité. Est-ce qu'il y a une Alors, évaluation du temps de travail consacré à ça, en plus du budget qui a été consacré pour voilà, rémunérer le superbe travail de vraiment, vraiment? le budget est assez lourd, c'est-à-dire que tout compris, on est à 250 000 euros TTC, avec la partie qui revient à vraiment, vraiment, et puis tout ce qui a été autour, déploiement des supports com, au niveau du temps de travail, il y avait donc les 217 journées agents du marché vraiment, vraiment, qui étaient déjà assez considérables. J'ai beaucoup de mal, moi, à estimer à quel point j'ai enquiquiné les collègues sur des réunions de 19 à 20 heures, sur des temps de travail. Mais j'aurais tendance à dire que l'investissement est pratiquement à hauteur. Effectivement, se rendre disponible pour rencontrer les gens au moment où ils ne travaillent pas, aux endroits où ils sont disponibles. En week-end, il y a beaucoup d'ateliers verts, d'allées verts qui ont été faits sur des animations ville et on fait rarement des animations un jeudi soir. Donc, il y a un vrai, vrai investissement. Ouais, je dirais que sur l'année, ça doit bien, en tout cas au niveau des services, correspondre aller à la moitié de ce qu'a mis vraiment, vraiment une centaine de journées agents, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est ce qui me paraît le plus cohérent là. Une chose est sûre, Cyril Hédé, qui portait la démarche, a bossé sur le projet quasiment à 100% pendant toute sa durée. Mm. On avait mis un peu en attente les autres projets, même si on n'a pas abandonné nos collectifs existants, Dieu merci. Est-ce que ça répond à la question? Donc, il faut rajouter le temps du chargé de mission à la centaine Aux de 100 jours jours. agents. Non, Ouais. C'est non, ça. ça en fait partie. Ça en fait, oui, Ah oui. bah, Ah, s'il était à plein si, temps, je pense qu'il faut le faire. Faut rajouter le chargé de mission. Il faut le oui, rajouter. Là, d'accord, quand je parle d'une centaine de journées, c'est les collègues qu'on est allé solliciter dans le cadre de la d'accord. collectivité et en appui sur les différentes actions. Ok, Non, Cyril était dessus sur ses 1600 heures. Il en aura passé, en tout cas, 900 à travailler avec vraiment, vraiment. ok. Sans lui, d'ailleurs, je pense qu'on n'aurait pas pu mener la démarche. C'est indispensable. Ouais. Parce qu'en fait, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est beaucoup de co-animation et beaucoup d'animation d'autonomie. Enfin, pour le coup, Cyril et d'autres collègues ont beaucoup porté
la question d'animation et c'était hyper intéressant parce que ça faisait des retours très différents de ce qu'on pouvait avoir dans d'autres contextes. Parce que ça permettait aussi d'ajuster les méthodologies pour qu'elles soient plus facilement utilisables. Enfin, les premiers ateliers d'Aller Vers, ils ont donné un bon ajustement pour que justement ça soit pas trop lourd à utiliser, facile à apprendre et facile à expliquer à d'autres collègues qui pourraient participer. Donc il y a quand même eu pas mal de boulot de ce côté-là. C'est vrai que Ok, je pense. ça a donné des moments assez drôles par moment d'ailleurs pour comprendre pour comprendre la consigne et faire Je, cohabiter l'imaginaire de l'agent avec l'imaginaire du cabinet de design. C'est pas l'imaginaire, c'est pluriel. Ok, je pense que nous pouvons passer à la dernière partie de la présentation. On va passer sur la dernière partie, plutôt comment est-ce que les scénarios passent à des questions de transformation et comment est-ce qu'on a pu faire ça. Nous, en plus de la présentation grand public qui a été montrée sous la forme de l'exposition, de la version en ligne qui est à disposition pour pouvoir accéder aux différents scénarios, il y a eu des ateliers avec les agents spécifiquement pour dire comment est-ce qu'on fait un livret technique qui permet de dire quelles questions ça pose d'un point de vue professionnel pour les agents. Et dedans, on a la présentation de la vision de manière plus complète que celle qui est donnée en public, les scénarios qui sont repris, mais aussi tous les retours des agents dans les ateliers qu'on a pu avoir pendant le séminaire d'octobre, et tous les éléments de veille que nous, on a apportés, qui sont là pour le coup des sources d'inspiration opérationnelle par rapport aux différentes pistes qui ont été données. Et là, pour le coup, c'est aussi un travail de complément qui est de dire, cette piste a peut-être l'air bizarre, mais sachez que à tel endroit à Hambourg, ils le font déjà. Sachez qu'à tel endroit, ça existe déjà. Et en fait, il y a aussi un élément rassurant à se rendre compte que certaines pistes poussent vers des directions qui peuvent exister et on peut faire des parallèles avec des démarches existantes. Donc, nous, on a eu tout un travail de retisser des éléments de réalité par rapport aux éléments imaginaires de manière à pouvoir aider leur atterrissage. Et on a aussi pas mal produit de ressources à mobiliser pour dire comment cette matière-là, elle peut se réutiliser collectivement. Donc, il y a un livret comme ça pour chacune des thématiques. Et en plus de ça, on a tout cet outillage-là qui a été sorti. Un premier truc qui est plutôt l'exposition en tant que telle, qui est accessible aux différents agents pour pouvoir retourner voir la matière et se reposer la question de comment on fonctionne. Des outils de feuille de route, les podcasts qui sont l'ensemble des enregistrements des scénarios pour ceux qui ont la flemme de lire ou pas la facilité à lire, la description des différentes visions, des fiches services qui posent la question de dire comment est-ce qu'on propose des ateliers pour dire je suis chef de service, j'ai envie de me saisir de la question de la démarche ADMAS 2050, comment est-ce que je fais la relecture au regard de mon activité? Et donc comment collectivement, avec des agents de mon service, je suis capable d'outiller ça. Il y a le travail de cartographie des acteurs qu'on a pu réaliser pendant la démarche qui est aussi disponible et qui permet de dire par scénario quels sont les acteurs à aller voir, entre guillemets, avec qui on peut faire coalition demain si on voulait pousser la piste. Il y a un travail de fiche collective de réaction au scénario. C'est comment je lis ce scénario, comment je me ressens, qu'est-ce que je pourrais faire, quel rôle j'envisage d'avoir. Des fiches plutôt individuelles. Là, pour le coup, la fiche collective, c'est comment mon service pourrait le faire. La fiche individuelle, c'est comment moi, je m'envisage de le faire. Et des fiches de formulation de projet et de dire quelles sont les matrices de priorisation des différents scénarios. On a donné un ensemble d'outils qui permet aux agents de pouvoir saisir la matière existante, de regarder ce qu'il y a comme proposition dans les livrets et de pouvoir choisir des scénarios par rapport à ça. C'est d'ailleurs le travail qu'on a réalisé pendant le dernier temps avec les différentes directions pour pouvoir poser la question de comment ça pourrait fonctionner. Et là, je te donne la parole, Hervé, parce que là, c'est vous qui commencez à prendre la main sur cette partie opérationnalisation. Bon, même si vous nous avez accompagnés sur cette dernière phase, mais donc l'idée, c'était une fois qu'on avait tous ces livrets agents qui explicitent la manière dont on peut mettre en œuvre, c'était de faire un travail avec les directions de la ville. Donc, on a eu une trentaine de directions. Donc, on a rassemblé tous les collègues sur un format d'atelier étendu dans lequel vraiment nous a encore accompagnés, avec une commande qui était bien sûr très liée au contexte actuel, c'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer sur 70 actions. D'abord, rien ne dit que ça soit pertinent et potentiellement, d'ailleurs, on peut peut-être créer des combinaisons. Mais par contre, l'idée, c'était d'identifier parmi toute la matière une dizaine de scénarios qui résonnent avec des choses opérationnalisables à court terme, avec derrière le sentiment qu'avec l'imminence de la campagne qui va démarrer en septembre, on n'aurait pas le temps de lancer 10 actions à l'échelle des services de la ville. Et donc, on devait derrière faire arbitrer par nos élus une, deux ou trois actions qu'on pourrait mettre en œuvre immédiatement. Donc cet atelier s'est tenu sur la base des outils qui nous avaient été fournis. On a là la dizaine de pistes qui ont semblé opérationnalisables rapidement par les collègues au terme de leurs échanges. Et là, pour le coup, on a obtenu un consensus.
Et parmi ces 10 scénarios, ben, il y en a certains qui relèvent d'actions totalement nouvelles qu'on va écarter dans la période, mais qu'on met dans le chargeur pour les suites du mois de mars. Et puis, par contre, des actions qui soit venaient éclairer des choses en cours, soit compléter des débuts de travaux au niveau des services d'aménagement des espaces publics, mais qui, quelque part, relever de choses qui sont encore à construire. Parce que là, dans les 10 scénarios, on aurait pu se contenter de mettre un autocollant Annemasse 2050 sur des actions qu'on a lancées depuis une dizaine de mois. Je pense à un collectif citoyen qui monte un tiers-lieu en centre-ville. Il aurait pu effectivement être labellisé d'entrée de jeu Annemasse 2050 et c'était tout bénéfice. Ce n'est pas l'idée qui est portée par le conseil municipal. On parle bien de lancer de nouvelles actions mais en tenant compte des délais qui nous restent et de la capacité à faire des différents services au jour d'aujourd'hui. Donc, parmi ces 10 scénarios, effectivement, on en a retenu 2 qui ont été validés par la municipalité. Le premier étant de continuer à travailler ou de reprendre ce qui a été fait sur la sécurisation des abords des écoles en appelant le projet Expérimenter une ville à hauteur d'enfant. Le deuxième nous demande de travailler sur l'agenda des bâtiments publics. Ça répond à la vision à ralentir, paradoxalement. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on peut multiplier les usages d'un lieu, que ce soit un gymnase, une cour d'école, un service administratif, en dehors des horaires d'ouverture classiques, pour répondre à de nouveaux besoins, de nouvelles activités et à des demandes d'espaces communs qui se multiplient auprès des services. Ça, c'est donc les 2 axes dont on s'empare maintenant. Alors, on n'aura plus vraiment à nos côtés, mais on va essayer de se rappeler de ce qu'ils nous ont dit. Et on va travailler avec des groupes de cadres qui se sont portés volontaires en y associant, en s'appuyant sur les livrets agents qui nous ont été laissés, les partenaires, les assos, les retourner vers les citoyens quand même peut-être parce que certaines visions méritent peut-être d'être un peu procédées, enfin certains scénarios peuvent encore être complétés, en choisissant par contre très vite des points d'expérimentation concrets sur lesquels on pourra évaluer l'avancée de ce qu'on va appeler des projets, quoi. On en est là. C'est clair que il faut quand même tenir compte aussi du fait que le départ du chargé de mission nous met un petit coup de frein là, puisque je ne suis pas réellement en mesure de faire tout ce qu'il faisait, puisque j'ai aussi toutes les missions en relation aux usagers. Mais on a le ferme espoir quand même d'arriver à concrétiser, en tout cas, les 2 axes sur lesquels les services ont accepté de s'engager. Bien, écoutez, déjà merci infiniment pour cette présentation très complète. Euh, Hein. Et pour Merci les Johan, parce explications qu'il a un vrai très talent. claires. Oui, oui, ça c'était très bien présenté. Il y avait beaucoup de matière. Et alors, assez curieusement, mais est-ce que c'est parce que c'était tellement clair qu'il n'y a pas besoin de plus de questions? Je n'ai pas de nouvelles questions. Donc, si vous le voulez bien, je vais peut-être passer la parole à Céline qui va vous poser, à vous participants, au moins 2 questions mais auparavant, elle va vous parler d'une proposition de formation via le CNFPT sur la question des récits. Céline? Oui, donc pardon. Par rapport à la formation, donc on expérimente une formation sur les nouveaux récits, donc avec Guy Peretz, les 19 et 20 décembre prochains au CNFPT à Dijon. Cette formation, elle est également ouverte aux agents de l'État. L'idée, c'est à la fois de partir des enseignements des webinaires, d'une part, d'autre part, de ce qu'on a pu capitaliser en méthodologie sur la fresque des nouveaux récits et futurs proches, et de construire avec vous, à partir donc des vrais enjeux des participants et participantes, une première approche de ces nouveaux récits, puisque l'objectif de ces webinaires, c'est de défricher et derrière qu'on puisse ensemble trouver des terrains d'atterrissage. Donc n'hésitez pas. Donc l'information est sur le site du CNFPT, sur le site réseaupip.fr, et j'en appelle à une participation pour qu'on puisse construire ensemble finalement les méthodologies de demain. Donc ça, c'est la première information. Et puis, quel est le lien avec la formation CNFPT du CERD sur la mise en récit des transitions? Les documents du CERD sont des ressources, donc très certainement qu'on mobilisera, mais il n'y a pas de lien direct.
Fabienne. Par rapport à la suite donc et à la fin finalement de ce webinaire, donc déjà un grand merci Hervé et Johan. Moi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai noté beaucoup de choses, donc un grand merci. Et j'aimerais poser deux questions aux participants et participantes et je vais vous inviter donc à répondre via le chat de la conversation. Donc deux questions simples, hein. Donc première question, Peut-être juste, oui, Céline, oui, peut-être juste bien sûr. avant, il y a une question là, il est peut-être le temps de la rédiger. S'il y a encore temps pour une question, comment est gérée la redevabilité vis-à-vis des participants qui ont contribué d'une manière ou une autre en répondant aux questionnaires, participants aux ateliers, etc. Et il y a une deuxième question cette question. Il existe une plateforme participative, imaginons Annemasse, est-elle utilisée pour maintenir le contact et l'engagement? Et on a tout à fait le temps, Johan et Hervé, pour répondre à ces Oui. questions, puisqu'il nous faudra vraiment deux, trois minutes pour boucler. Alors, je propose de parler de la redevabilité. Tu parles de la plateforme, Hervé. Ouais, on va le faire comme ça. Sur la redevabilité, à la fin de la démarche, on a proposé une restitution collective à l'ensemble des participants qui sont venus sous la forme d'une raclette du futur. Et on a donc on a invité plein de gens à venir découvrir l'exposition, etc. Ça a été l'occasion du partage. Et il y a eu aussi le partage le partage des livrets boîtés, qui reste un partage assez massif à tous les habitants de la ville. Anne, Pour pour le point à 1 et vous le le point studio. 2. Voilà. Le point 2, donc effectivement, l'ensemble de l'expo et des scénarios est disponible sur la plateforme Imaginons et permet aux usagers de continuer à interagir, hein. Ils peuvent nous donner leurs sentiments sur tel scénario qui n'ont peut-être pas été retenus d'ailleurs dans l'atelier des directeurs et qui sortiront de la masse. Et l'idée est bien d'utiliser, puisqu'on s'inscrit à 2050, c'est encore loin sur un programme dans la durée, de continuer bien sûr à utiliser la plateforme pour faire vivre la démarche. Merci. Donc Céline, tes deux questions. Enfin, la première d'abord. Ouais, la première question, c'est, s'il vous plaît, dans le chat, pouvons-nous partager un élément que nous retenons de ce partage d'expérience, s'il vous plaît? Eh ben, écoutez, parmi les choses qui sont citées, il y a par exemple les génies hein, qui sont mis en avant, les livrets techniques, le collectif de pilotage. Donc, il y a la conférence avec les questions participants, la logique de consentement et, non, et de cohabitation plutôt que de consensus, l'articulation du travail avec les agents. Et je pense qu'il y a encore toute une liste, on ne va pas prendre toute la liste hein, en direct. Est-ce que Céline, tu veux passer à la seconde question? Bien sûr, Antoine. Deuxième question, donc une chose que ça vous donne envie de faire au regard de ce que vous avez entendu, votre prochain pas, quel est-il? Pendant ça, on peut citer aussi la raquette du futur qui a fait beaucoup d'émules. Oui, Et la c'était un grand qualité. moment Et, d'action et- publique. et à plusieurs reprises, la qualité de la prestation de vraiment, vraiment qui est soulignée. Et l'intervention aussi d'une personne animateur en fait de la démarche pour la ville en interne. Hein. Je pense que ça, c'est déterminant. Il faut un chef de projet de toute façon. Guy, je te laisse lire un petit peu d'autres commentaires. Alors, la suite. Alors, on revient sur le travail conjoint avec vraiment, vraiment pour une proposition de montée en compétence de notre réseau. Voilà. Des gens qui s'intéressent à une personne de la Nièvre, Florence, qui veut aller explorer un peu plus le réseau. Donc, je pense que ça fait partie aussi de notre démarche. Euh, Qu'est-ce que nous avons? Aller vers aussi, qui est Mm. vraiment effectivement le point central qui a été montré comme étant le plus productif en termes de récit et d'imaginaire. David nous dit qu'il veut poursuivre les innovations au service des usagers. Donc, et Sylvain, bonjour Sylvain, qui veut retravailler avec vraiment, vraiment. Ça ne fait pas référence à une histoire ancienne? Oh oui. Oh, oh oui, Pas tant que n'oubliez ça, tout. une dizaine d'années peut-être. Oui. Oh ouais.
13 ans. Alors, il y a quelqu'un qui veut postuler sur le poste de chargé de mission. Bon, Je l'invite à lire les offres à l'issue des municipales. voilà. Faut Parce attendre. que je pense qu'on relancera le recrutement à ce moment-là. Très bien, Allez, on a terminé. et Ouais. enfin, une reproduction une reproduction du travail qui a été fait sur les territoires de montagne. Mm. Et notamment reparler de ce lien avec les imaginaires des montagnes. Effectivement, il y a une vraie question et que c'est un peu l'objet. On va essayer de faire un des prochains webinaires, c'est pas encore calé, sur la redirection d'une station de montagne, de moyenne montagne, on va dire. Voilà, c'est pas encore confirmé, mais on va essayer à partir de septembre. Donc, on va faire une pause en juillet et en août pour tout le monde. Et on essaiera de reprendre dès septembre, peut-être début octobre, le prochain webinaire. Très bien. Juste message à l'attention de tous les PIP ici et en devenir, hein, puisque c'est un réseau très ouvert. On a commencé à travailler sur la notion d'enquête, de récit. Notamment, on a échangé lors du regroupement des PIP le 18 avril. Et l'idée, c'est vraiment de voir ensemble comment on poursuit la démarche, peut-être par une expérimentation à partager. Donc, voilà, je lance un appel, je ne sais pas, mais en tout cas, certainement un appel à mobilisation à venir. Et du coup, dernière question, parce qu'il reste 3 minutes. Donc, si jamais il y avait une question que vous voulez absolument poser, je vous invite à le faire maintenant. En attendant, on prend tous rendez-vous, comme dit Marion, en mars 2050 pour voir les résultats. J'y viendrai sans doute en retraité, mais j'y viendrai aussi. Ah, très bien. Il y a une question d'Anne-Cécile Cramé. Donc voilà, et ce sera peut-être la dernière. Et puis après, on se quittera à 12h30 pour respecter le timing. Johan, peut-être? Je la lis. Ouais, merci. Comment travailler les imaginaires qui ne sont pas toujours compatibles avec l'intérêt général? Stopper la création de logements pour rester entre soi, par exemple, ou refuser la création de nouveaux logements car trop de voitures, mais ne pas remettre en question la place de la voiture individuelle, ou les tensions entre une volonté de développement économique et l'opposition au tourisme et au dev éco, par exemple. Ah, Je vais pas avoir de réponse toute faite ouais. pour répondre à tous ces sujets-là. On pourra peut-être Non, répondre par la suite mais parce que c'est un peu long, hein. ouais, pour moi, il y a une différence entre dire on ouvre la boîte des imaginaires et on décide de travailler sur des imaginaires dominants. Euh, nous, on avait fait un gros travail, par exemple, sur la question de l'imaginaire de l'aérospatiale pour la NRT, et qui est de dire qui est un imaginaire qui est technosolutionniste, qui part du principe que c'est de l'intérêt général que de travailler sur la question de l'espace, alors qu'il y a plein de gens qui disent, bah non, c'est principalement à destination de puissances dominantes économiques, etc. Et on avait beaucoup travaillé sur comment est-ce qu'on fait des pas de côté et on propose aux acteurs qui sont plutôt tenants de ces imaginaires dominants de se décentrer et de tester des jeux de rôle dans lesquels ils sont des gens d'autres nations ou d'autres groupes sociaux ou d'autres situations. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a des trucs intéressants à faire, mais ça veut dire que c'est une médiation, il faut que les gens soient volontaires pour le faire. Euh, mais la vraie difficulté autour de ça, c'est personne n'a envie de se faire dire que son imaginaire est con, quoi. Enfin, c'est un des points que je dis souvent, c'est très difficile de changer d'imaginaire. L'imaginaire, c'est quasiment de Juste, l'ordre de... oui. Ouais. Allez, encore une petite dernière. Quelle évaluation finale? Ou quand Ah, est-ce que ce qui s'est réellement fait, sur ce qui sera réellement fait ou pas en masse? Est-ce que ça a été intégré en fait à ce travail? alors, pour la démarche de prospective elle-même, ben, l'évaluation, on l'a déjà faite. Il y avait un marché qui était clair, qui a été terminé. Ce qu'on va faire de la démarche elle-même, écoutez, on a une liste, une to-do list de 70 trucs, Hmm. bon, dont certains vont pas être faciles à vendre aux collègues, ça, je vous le cache pas. Mais j'imagine qu'au cours des années qui viennent, eh ben, on va cocher les cases de la to-do au fur et à mesure. Je me suis rendu compte, moi, qu'en parallèle de la démarche, je vais prendre juste un exemple de scénario sur lequel je suis retombé tout à l'heure. Il y a 2 mois, donc après la fin de la prospective, le service Action sociale et solidaire a lancé l'idée d'une mutuelle municipale qui est passée en conseil municipal l'année dernière et qui est validée. C'était un scénario qu'on avait eu, nous, il y a 6 mois, au sein de la prospective. Je pense qu'une partie des actions seront évaluées grâce à l'effet d'accélérateur de la démarche. Hein, c'est-à-dire qu'on va venir effectivement labelliser au fur et à mesure des projets de la ville, de nouvelles actions, de nouveaux services.
qui auront la joie d'avoir ce magnifique logo que nous a fourni Johan là et qui seront effectivement des actions Annemasse 2050. À un moment, euh, on sera en capacité de dire on a atteint, en tout cas, l'objectif de bifurcation qui avait été posé par nos élus. Ok, Mais allez, ceux qui vont vraiment l'évaluer, c'est effectivement les politiques. la toute dernière, parce qu'il est 12h30, en deux mots, quelle gouvernance pour rendre compte aux habitants? Fabienne demande. On l'a évoqué, quelle gouvernance, le système étant ce qu'il est, il va y avoir là, je crois, une période de municipale qui approche, donc ça servira sans doute de révélateur par rapport à une vision de la ville ou une certaine vision de la ville. Ensuite, rendre compte, eh bien, imaginons Annemasse est un petit peu là pour ça et les gens alors, ont bien compris que ce n'était pas un Facebook de plus et que intervenir sur la plateforme, bah, ça se faisait dans le respect d'une logique de proposition ou en tout cas d'innovation. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on aura les retours. On aura les retours. On est dans un monde hyper connecté dans lequel ça va super vite maintenant. Et quand on a tapé à côté, on nous le fait très très vite savoir. Enfin, là, je parle à des collègues. Donc, autant pendant des années, on avançait un peu dans le vide, autant maintenant, c'est quasi instantané. Ok, bien, mais je pense que nous pouvons conclure sur ces mots et merci à toutes et à tous. Et nous allons arrêter l'enregistrement. Merci Au beaucoup, revoir. bon appétit et à Oui, très Merci à bientôt. toutes. Au à revoir. très bientôt. Au revoir.